Chers auditeurs, auditrices de la radio ITME, bonjour et merci d'être avec nous et de nous accompagner en ce jour du 11 octobre 2024. Je suis avec Achille Kamana et Anicette Kareye. Et nous sommes réunis pour vous parler du procès en cours contre Charles Onana. On va aussi essayer de voir quel est le lien entre Charles Onana, le Rwanda, la RDC et puis ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, notre pays qu'on aime tant mais que malheureusement on n'a pas la chance d'y vivre, mais on continue la bataille pour qu'enfin un jour on puisse rentrer chez nous. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Achille pour qu'il puisse vous saluer. Et puis Anicette Kareg pourra aussi vous saluer et puis on pourra continuer notre discussion. Merci. Bonjour, chère Aline, bonjour Anissé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à cette émission, une émission en français, une émission dans laquelle nous tenons à partager à l'opinion publique, qu'elle soit rwandaise ou internationale, notre point de vue sur l'actualité ou la vie politique qui concerne notre pays, plus précisément ce qui concerne la dictature sanguinaire, féroce du président Paul Kagame. Donc, je suis heureux, il me fait plaisir de participer à cette émission avec vous. Je te remets le micro, Aline. Merci. Anicette, à ton tour, merci. Merci beaucoup. Je te salue, Aline, et je te salue, Achille. Je vous remercie de m'avoir convié à cette émission. Effectivement, ce sujet du procès intenté contre le journaliste franco-camerounais Charles Onana interroge beaucoup. Ça fait c'est à la une de beaucoup de journaux, c'est d'actualité, les gens discutent, mais on va essayer d'entrer dans le vif du sujet, mais effectivement, il fallait qu'on en parle et je vous remercie d'y avoir pensé. J'ai entendu ici au tribunal que mon procès, le résultat de mon procès aura des conséquences judiciaire et politique. Ça signifie donc que le procès qui est intenté contre moi est un procès politique. Donc, il est important que les Congolais reçoivent ce message que je donne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai révélé dans ce livre concernant l'organisation dès 1994 de l'invasion du Congo pour le pillage de ses ressources minières, c'est exactement cette politique qui est en marche et M. Charles Onana est venu perturber cette situation et il faut le tuer. Et donc, ils veulent me tuer judiciairement et me tuer physiquement. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, Charles Onana, qui est Charles Onana? Il faut savoir que c'est un auteur franco-camerounais qui a publié un livre qui s'appelle La vérité sur l'opération turquoise en 2019 aux éditions Toucan. Une plainte en fait était déposée en 2020, donc il y a déjà 4 ans, par la Fédération internationale pour les ligues pour les droits de l'homme, et puis la Ligue des droits de l'homme, LDH, et ensuite l'association Survie. Donc, qu'estiment ces organisations? Ils estiment que les propos de Charles Onana sont des propos négationnistes parce qu'il a eu le malheur de mettre en question le rôle du FPR en 1994 au Rwanda. Et ce qu'ils disent plus précisément, c'est que Onana avance l'idée d'un double génocide impliquant donc des tueries, tant des Hutus comme des Tutsis. Or, on sait que le FPR continue à dire que seuls les Tutsis ont péri en 1994 et de l'attaque en justice contre Charles Onana. Est-ce que son éditeur a été poursuivi aussi? Oui, donc Damien Serrier aussi a été poursuivi avec Charles Onana où il est accusé d'avoir été complice de ce négationnisme dans ce livre. D'abord, de nier ou de minimiser
le génocide, et puis aussi de dire que l'invasion du Nord Kivu, donc de la RDC, était en fait une ruse pour s'emparer des ressources minières de la région. Donc, c'est ces deux choses-là. D'abord, il minimise le génocide et puis il dit que Paul Kagame était à la tête de l'orchestration de l'invasion de la RDC pour s'emparer des ressources minières. Ma première question, Achille et puis Anicette, c'est est-ce que ces deux délits ne sont pas-ils les deux délits qu'on voit souvent les gens qui sont contre le régime dictatorial du FPR accusés, on se voit accusé de soit nier le génocide ou soit en fait, d'impliquer Kagame qui ne veut pas s'impliquer dans ses propres faits. Est-ce que cet usage continu et maladroit d'une période noire de notre histoire, comme peuple rwandais, n'est pas en fait un négationnisme en soi? Est-ce qu'on ne nie pas le génocide en l'utilisant à tort à travers pour attaquer ses opposants? Achille, je te donne premièrement la parole et puis Anicette. Merci Aline de me donner la parole. Je ne serai pas long. C'est ce procès dans lequel on interpelle, où la justice interpelle Charles Onana, comme tu viens de bien l'expliquer, est un procès politique. Est un procès politique qui malheureusement est basé sur une intolérance d'un régime autoritaire face à toute liberté d'expression, face à tout débat contradictoire et face à toute liberté au niveau de l'opinion ou bien de la divergence d'opinion. Donc, c'est une prolongation de ce qu'on voit aussi au Rwanda, parce que, à part Charles Onana, et puis je rappelle aussi le procès dans lequel Natacha Polony a été interpellée et qu'elle a été acquittée. Au Rwanda aussi, on voit la même chose. Dès qu'on dénigre, dès qu'on critique les bavures, le non-respect flagrant des droits de l'homme au Rwanda, dès qu'on le critique, on est qualifié de terroriste, on est qualifié de génocidaire, de révisionniste, etc. Vous imaginez que même le ministre de l'Unité nationale, si ce ministère s'appelle comme ça, peut-être que je me trompe, le docteur Jean Damascène Bizimana a osé traiter des rescapés du génocide contre les Tutsis comme étant des négationnistes du génocide dont ils ont été victimes. Et donc, c'est une habitude. Par contre, on peut se poser la question pourquoi ça continue et comment se fait-il qu'il y a encore des acteurs qui agissent au nom de ce régime, parce que ce n'est pas l'État rwandais qui a accusé Charles Onana, ce sont des associations qui sont financées par qui? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre, et il y a des individus de ces associations qui ont des liens assez proches avec la famille présidentielle ou le parti au pouvoir qui est le Front patriotique rwandais. De plus, ce régime dirigé d'une main de fer et un régime dictatorial est basé sur l'immoralité et l'incivilité. C'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec le mal, tout ce qui est maléfique, est un outil qu'ils utilisent pour taire ou bien pour éliminer toutes les personnes qui le critiquent ou bien qui s'opposent à ces politiques, des politiques qui sont basées sur le non-respect de la dignité humaine. Et c'est ainsi qu'au Rwanda, on voit la même chose. Le respect de la dignité humaine a disparu au Rwanda. Il a disparu dans la sous-région des Grands Lacs, au Burundi, en Ouganda, en Tanzanie et même en RDC, à cause d'un régime qui est assis à Kigali et qui est soutenu par certaines multinationales à cause de certains intérêts qui sont liés, bien sûr, à l'exploitation des minerais stratégiques. Vous le savez très bien, il y a quelques mois, l'Union européenne a signé un traité avec le gouvernement du Rwanda pour l'exploitation des minerais stratégiques. Des minerais stratégiques qui, géologiquement parlant, n'ont jamais été cités comme étant des minerais qui se trouvent au Rwanda.
ce sont des minerais qui sont au Congo, en RDC, le cobalt, le nickel, le coltan, etc. Et donc, il y a une guerre de survie que le président Paul Kagame est en train de mener parce que, comme vous le savez, 50% de son budget est issu de l'exploitation ou de l'exploitation illégale, illégitime, une exploitation qui emporte des vies d'innocents congolais et rwandais en RDC, une exploitation de ces ressources minières. Son régime et son pouvoir est basé sur ça. Et donc, il est dans une optique de survie. Il essaie d'éteindre les feux partout où il peut, mais je crois fortement que ça sera voué à l'échec, comme ça a été voué à l'échec dans le cas de Natacha Polony. Mais je voulais juste interpeller la communauté internationale, l'opinion internationale, que si ce régime ose poursuivre un journaliste d'investigation qui fait son travail en toute légalité, de façon crédible, et quand je dis de façon crédible, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'il dit ou qu'on n'est pas d'accord, ça veut juste dire qu'il base ses recherches et ce qu'il dit sur une recherche scientifique, avec des preuves auprès des instances qui ont été impliquées dans cette guerre et qui ont été en contact avec le FPR avant qu'il ne prenne le pouvoir, pendant la prise du pouvoir et même après qu'il ait pris le pouvoir. Et donc, c'est un procès politique qui ne vise qu'à répondre aux intérêts de Paul Kagame et sa clique qui est assis au pouvoir au Rwanda et qui a muselé toute liberté d'expression au Rwanda et qui a même paralysé toutes les institutions étatiques. C'est-à-dire l'Assemblée nationale ne fonctionne pas, c'est-à-dire les députés ne sont pas libres, ils ne font que travailler pour les intérêts de Paul Kagame. Le système judiciaire est utilisé comme instrument pour faire taire, pour emprisonner les opposants de Paul Kagame et le gouvernement n'est pas libre aussi. Le gouvernement est composé de ministres, de sous-ministres, de directeurs de cabinet qui ne sont qu'à la merci de Paul Kagame. Et donc, le procès de Nana est un continuum de ce qu'on voit au Rwanda et de ce qu'on voit un peu partout dans le monde, parce que vous vous rappelez, je ne me rappelle pas de l'année, mais même je ne me rappelle pas, Kenneth Roth, je pense que c'était le représentant de la Croix-Rouge au Rwanda, je peux me tromper, hein, mais il avait dénoncé les bavures et le non-respect des droits de l'homme au Rwanda. Des députés à l'Assemblée nationale ont osé le traiter de Interahamwe. Interahamwe étant les milices qui ont été responsables du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Pour terminer, avant de passer la parole à Anissé, pour terminer, je tiens à rappeler que le génocide contre les Tutsis au Rwanda a débuté après que l'avion qui transportait le président Habyarimana et le président Habyarimana du Burundi soit abattu. Donc, il y a eu la mort de 2 présidents, pas d'enquête, les boîtes noires sont quelque part et sont là. Il n'y a pas eu d'enquête et le lendemain, il y a eu un massacre systémique contre les opposants du régime de Habyarimana et il y a eu aussi le massacre des Tutsis un peu partout au Rwanda. Et donc, Paul Kagame est accusé par plusieurs personnes d'avoir donné la consigne, d'avoir été celui qui a décidé d'abattre cet avion qui a été le signal ou bien le précurseur du génocide contre les Tutsis et du drame rwandais, du drame de la sous-région. Voilà, Aline, je te remets le micro. Merci. Merci beaucoup, Anissette. Je te pose la même question, si tu peux y répondre. Merci. Merci beaucoup, Aline. Je pense que Achille a tout dit presque, hein, mais permettez-moi tout d'abord de soulever une question de l'ordre légal. Parce que vous savez, ce procès est basé sur une loi qui a été votée en 2017 en France. C'est la loi du 27 janvier 2017 sur la négation ou minoration de génocide reconnue par la communauté internationale. Évidemment, ça questionne aussi la politique interne en France parce que c'est une loi qui a été proposée par des voies assez démagogiques, mais les promoteurs de cette loi, en fait, pensaient beaucoup, non pas au génocide rwandais, même si depuis longtemps aussi le FPR a fait la pression sur les politiciens français, mais on pensait surtout au génocide contre les Juifs
de 40 à 45 et puis au génocide des Arméniens en 1915. Et le FPR a sauté sur l'occasion lorsqu'on a fait voter cette loi. Et voilà que Charles Onana est la première personnalité à être poursuivie au titre de cette loi. C'est une loi justement qui a pour intérêt, c'est de la politique justement, a pour attirer la sympathie des descendants des rescapés des deux génocides que j'ai cités en premier, mais le FPR, vous savez comment il fonctionne justement, à sauter sur l'occasion. Et c'est le FPR maintenant qui va profiter, par ces lobbies, va faire que Charles Onana soit la première personnalité à être poursuivie au titre de la loi en question. Deuxième peut-être point à soulever, il s'agit du statut des organisations qui sont à la base de la plainte, qui sont à la base de ce procès. Je crois qu'au début, vous en avez parlé, il y a l'organisation FIDH, c'est la Fédération internationale des droits de l'homme, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, et l'organisation Survie. J'ai suivi les témoins qui ont défilé ces derniers jours, et beaucoup, surtout les témoins à décharge. On soulevait beaucoup de questions justement d'ordre politique, mais aussi historique. Par exemple, l'organisation Survie, pour ne citer qu'elle, c'est une organisation qui depuis longtemps est pro-FPR. Il y a un des témoins qui a dit, vous savez, il y a un rapport sur les droits de l'homme qui a été fait en 1993, accusant le gouvernement du président Habyarimana de bafouer les droits de l'homme. Cette organisation, ce rapport, je crois que c'était en 1993. Les organisations qui ont travaillé sur le rapport en question, parmi ces organisations-là, il y avait l'organisation Survie, il y avait également l'organisation FDH. Le témoin en question, je ne vais pas citer son nom parce que je n'ai pas son autorisation, mais je crois que vous aussi, vous avez suivi, a indiqué que ces organisations, dont Survie et d'ailleurs la FDH également, sont venues à Kigali, ont interrogé beaucoup de témoins pendant plusieurs jours. Et dans le camp du FPR, ils n'ont passé que quelques heures. Ça veut dire qu'en fait, c'est un rapport qui était à charge contre le gouvernement de l'époque. Mais le FPR a été présenté dans le rapport en question comme des combattants de la liberté qui voulaient tout simplement sauver la population rwandaise. Et ce qui est étonnant, c'est que les auteurs de ce rapport ont continué à entretenir des rapports cordiaux avec l'organisation, avec le FPR, même après sa prise de pouvoir. Par exemple, le président de l'époque de l'organisation Survie, qui s'appelait Jean Carbonare, a été un des conseillers du président Pasteur Bizimungu. Vous voyez, l'organisation qui était dirigée par quelqu'un qui a été conseiller du président de la République du Rwanda. Ça interroge. Et c'est les mêmes organisations maintenant qui viennent et qui portent plainte contre Charles Onana, qui a osé dénoncer les méfaits du FPR. Donc, vous comprenez qu'il y a quand même un flagrant conflit d'intérêts dans le fait même de porter plainte contre Charles Onana. Parce que ces gens-là ont des affinités reconnues avec le pouvoir du FPR. Voilà. Sinon, je ne vais pas répéter ce que Achille a déjà dit, il a bien dit. Le fait même
d'accès Charles Onana de négationniste du génocide, alors que lui-même, dans ses écrits, affirme qu'il ne nie pas le génocide. C'est une question tout simplement, je dirais même que c'est ridicule. Et vous avez entendu, quand il a été interrogé au début du procès lundi, il a dit lui-même qu'il ne nie pas du tout le génocide et qu'il ne le fera jamais. C'est tout dire. S'il vous dit qu'il ne nie pas le génocide et que malgré tout, vous continuez à mener des gens pour le dénoncer, c'est qu'il y a quand même quelques anguilles sous roche. Voilà, donc je crois que c'est tout ça, mais sinon, l'ouvrage qui est dénoncé, ça veut dire l'ouvrage déjà qui a été publié en 2019. Hein? C'est comment déjà? Lui, il dit tout simplement, c'est ce que Achille Kamana disait. C'est Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Voilà. Quand les archives parlent, c'était en 2019. Et lui, il dit que la thèse conspirationniste d'un régime Hutu ayant planifié un génocide au Rwanda constitue l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Voilà. Est-ce que dire que le génocide n'a pas été planifié équivaut à le nier? Donc c'est là peut-être où va se situer le nœud des débats. Je crois que le procès d'ailleurs devait finir aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'occasion de suivre, mais on entendra les plaidoiries. Dans tous les cas, tous les observateurs bien éclairés comprennent que c'est un procès politique. Et je dirais même que le FPR, avec le procès en question, est en train de se tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que quand vous suivez les témoins qui ont défilé, comme je le disais tout à l'heure, maintenant les débats ont été centrés au moins au cours des témoignages sur le rôle du FPR dans le drame rwandais. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné en affirmant que le FPR a eu un rôle clé dans les massacres qui ont eu lieu au Rwanda. Depuis qu'ils ont attaqué, qu'ils ont commencé à déclencher les hostilités le 1er octobre 1990, j'ai suivi un témoin qui disait même le peloton, je ne sais pas si on dit peloton, mais il y avait 11 militaires à la frontière où ils sont entrés. Ils étaient très peu nombreux. Ils ne pouvaient pas résister à l'attaque qui était menée par le FPR d'alors, dirigé par Fred Ilgema. Quand ils sont entrés, ces quelques militaires, qui étaient 11 ou 12, je ne sais plus, n'ont pas été épargnés, alors qu'ils auraient pu les capturer. Ils auraient pu les capturer et les laisser la vie sauve. Mais non, ils ont été tués. Vous avez suivi ce témoignage-là. Mais même là où ils sont passés, partout, dans la préfecture de Byumba d'alors, actuelle Gicumbi ou Mutara, je pense, il y a eu beaucoup de massacres. Et donc, je dis que le FPR s'est tiré une balle dans le pied parce que les gens sont en train de dire à la communauté internationale, au travers de ce procès, que le FPR, en fait, c'est une organisation terroriste qui a massacré beaucoup de gens. Je ne veux pas répéter ce qu'Achille a dit concernant le Congo, mais là aussi, ça va revenir. Parce que Charles Onana, justement aussi, parmi ses écrits, ses publications, il parle des massacres qui ont été effectués au Congo, en République démocratique du Congo. Et vous avez vu que beaucoup de Congolais sont venus suivre ce procès-là. Et donc, je dis qu'en fait, contrairement à ce que les partisans du FPR pensent, ce procès n'est pas à leur faveur. Je ne sais pas l'issue. Si Charles Onana va perdre le procès et être condamné ou si il va avoir gain de cause.
Mais dans tous les cas, quel que soit l'issue, le FPR aura beaucoup perdu dans cette tentative d'intimider les gens. Et donc, pour conclure, je dirais tout simplement, comme vous l'avez souligné vous-même, qu'en réalité, ce procès-là, moi, j'ai commencé en soulignant cet aspect légal, cette loi qui a été votée en France en 2017, parce que moi, je n'aime pas les lois qui veulent museler les gens, que ce soit en France ou ailleurs. Mais dans tous les cas, ce procès va dans le même sens, comme vous l'avez souligné vous-même. Mais si vous voulez museler les gens, terroriser les gens, en fait, c'est du terrorisme intellectuel. Hein. Ça veut dire, tu as un point de vue à propos de ce qui s'est passé au Rwanda, mais tu te tais, tu épouses la thèse qui est la mienne. C'est comme ça qu'a fait le FPR. Et beaucoup de gens sont morts déjà. Je parle à l'intérieur du Rwanda parce qu'ils n'avaient pas le même point de vue que les dirigeants. Et maintenant, mais nous sommes maintenant en Occident, s'il vous plaît, nous sommes en Occident. Il y a des gens qui font voter des lois pour museler les gens et ceux de Kigali viennent aussi pour en profiter et terroriser les gens pour que les gens ne s'expriment pas. Et là, je pense que c'est scandaleux. C'est très scandaleux, surtout par rapport aux législateurs français qui ont voté cette loi. Mais encore une fois, je souligne que ce terrorisme intellectuel ne tient pas debout et qu'il ne sera pas dans l'intérêt de ceux qui sont à la base de ce procès. Ils verront qu'en fait, ils se sont trompés. Merci beaucoup. Anicette, merci beaucoup. Je veux juste rappeler, concernant cette loi de 2017, que quand Natacha Polony avait été attaquée en justice de la même manière, et en fait, elle avait attaqué pour avoir dit le suivant. Elle a dit que c'était en fait, là je retrouve ces mots, mais elle a dit malheureusement, on est typiquement dans le genre de cas où on avait des salauds face à d'autres salauds. Il n'y avait pas d'un côté le gentil et de l'autre des méchants dans cette histoire. Donc ça, c'était son opinion. Vrai ou pas, c'est son opinion. Donc, Ibuka, à cette époque-là, avait porté plainte. Et ils avaient dit qu'en fait, elle avait nié le génocide parce qu'elle a dit que c'était des salauds face à des salauds. Et sachant l'indépendance du système judiciaire français, elle a été relaxée et ils ont dit qu'elle n'avait pas nié le génocide. Et je pense et j'espère que la fin du procès contre Nana sera la même que le procès de Natacha Polony parce que je crois vivement et très fortement dans la liberté d'expression. Il est hors de question de se faire museler par une dictature sanglante qui voit sa fin approcher et qui veut amener avec elle tout le monde sans penser aux conséquences. Je pense que s'il y a une chose que le monde libre a besoin et aura toujours besoin, c'est d'une presse libre. Donc, ça, c'était juste un commentaire que je voulais faire. Autre chose... Aline, si tu le permets, est-ce que tu avais terminé sur ce sujet? Parce que j'avais deux petits points à rajouter, mais je vais d'abord te laisser terminer tes propos. Non, j'avais terminé. J'allais juste passer à ma deuxième question pour vous deux. Mais si tu veux faire un commentaire, tu peux. D'accord, je vais faire un petit commentaire très rapide. Je tiens à mentionner que Charles Nana a verbalisé, a mentionné à plusieurs reprises qu'il s'inquiétait du sort réservé à son ami Deo Mouchaïdi. Deo Mouchaïdi qui était rescapé du génocide contre les Tutsis, qui est emprisonné au Rwanda depuis plusieurs années. Il n'a eu aucun procès équitable. Hein? Je n'ai pas compris. J'allais justement parler de ça, si tu veux bien. J'avais une question concernant cela. Est-ce que tu veux me laisser d'abord poser la question et puis tu pourras faire un commentaire ainsi qu'Anicette? Il n'y a pas de problème.
Oui, donc j'allais dire que déjà en 2022, il y avait un procès de contestation du génocide des Tutsis tenu en France. Donc, c'était le procès dont j'ai parlé de Natacha Polony qui a été poursuivie pour ses propos concernant le fait que c'était des salauds face à des salauds. Et aussi, les juges l'avaient relaxé en estimant que ses paroles en fait, ne contestaient pas le génocide en soi. C'était juste une opinion. Et je voulais aussi donc parler de cet ami de Charles Nana qui lui a en fait découvrir le Rwanda car il s'était rencontré aux États-Unis. Et de là, il a voulu lui parler de ce qu'il a vu dans ce pays, de la vérité qu'il connaissait sur son pays. Et de là, Charles Nana, en fait, a décidé d'explorer la région, de voir qu'est-ce qui s'était vraiment passé. C'est ainsi, en fait, que son lien avec le Rwanda a commencé. Son ami Deo Mouchaïdi, il faut dire que c'est un Tutsi qui a travaillé avec le FPR au début de sa formation. Il vivait en Suisse. C'était lui, en fait, qui coordonner les mouvements du FPR en Suisse. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui a aidé le FPR. On dit aussi que ceux qui savent nous racontent qu'il a vécu avec Kagame. Lorsque Kagame allait en Suisse, c'est lui qui lui donnait à manger. C'est lui qui l'abritait. Donc, c'est quelqu'un quand même avec qui Kagame a une longue histoire. Et vous allez me demander où se trouve aujourd'hui Deo Mouchaïdi qui a écrit un livre aux côtés de Charles Nana aujourd'hui. Eh bien, Deo Mouchaïdi, ça fait 14 ans qu'il est en prison. Quel est je veux dire, son péché dans le régime du FPR? Vous n'avez pas besoin d'autre péché que de ne pas participer aux tueries, aux empoisonnements, aux tortures que connaissent les Rwandais. Si vous êtes contre ce mal, ce système du mal, ce régime sanguinaire, vous allez soit en prison si vous avez de la chance et au pire, on vous tue. Donc, Achille, je te redonne la parole. Que pouvons-nous dire aujourd'hui de Deo Mouchaïdi qui a survécu au génocide contre les Tutsis, mais qui aujourd'hui se trouve en prison, emprisonné par Kagame, qui se dit le sauveur des Tutsis, qui est venu les libérer de l'esclavitude, de la discrimination et d'une vie assez triste. Que peux-tu nous dire sur Deo Mouchaïdi? Et on pourra donner aussi la parole à Anicette. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je ne pourrais pas peut-être parler de Deo Mouchaïdi par rapport à son historique, son profil, etc. Mais par contre, je sais que c'était un rescapé effectivement du génocide perpétré contre les Tutsis. Je sais qu'il a été l'un des premiers rescapés de ce génocide qui œuvrait pour qu'il y ait une véritable réconciliation au Rwanda. Je sais qu'il a aussi dénoncé que le FPR a une responsabilité connue dans ce génocide contre les Tutsis. Notamment, il y a l'avion du président Birmana qui a été abattu, mais beaucoup de chercheurs et de rapports indiquent qu'il y a des Tutsis qui ont été massacrés par l'armée de Paul Kagame qui dans le passé s'appelait l'armée patriotique rwandaise. Je cite un exemple pour appuyer mon propos. Il y a l'activiste, le philosophe Karasira Aimable, qui a dénoncé que ses parents ont été tués ou massacrés par les éléments de l'armée patriotique rwandaise qui furent l'armée de Paul Kagame. Et donc, il n'y a pas que Deo Mouchaïdi qui l'a dénoncé, on a aussi des témoignages de personnes qui ont eu leurs proches qui ont été justement assassinés par ce régime qui s'est dit sauveur des Tutsis. Et donc, c'est un régime qui instrumentalise tout ce qu'il voit, tout ce qu'il rencontre sur son chemin, il va l'instrumentaliser pour ses propres intérêts. Puis quand on dit ses propres intérêts, il ne s'agit pas des intérêts des Rwandais, il faut vraiment faire la différence. Il s'agit des intérêts d'une clique, d'une oligarchie
qui dirige le pays d'une main de fer. Et donc, c'est ce que je pourrais dire sur Deo Mouchaïdi, mais tu as bien expliqué, tu as bien explicité que Charles Onana, d'ailleurs, s'inquiète du sort de son ami qui est en ce moment en prison alors qu'il n'a commis aucun crime au sens de la loi. Je voudrais rajouter peut-être quelques éléments avant de passer le micro à Anissé. Peut-être qu'il connaît mieux Mouchaïdi que moi, mais je voudrais juste dire que à un moment donné, Paul Kagame, au stade Amaoro, s'était adressé à la France, à l'État français, en disant « les faits sont têtus, vous avez participé, vous avez soutenu les miliciens Interahamwe qui ont perpétré le génocide contre les Tutsis au Rwanda. » Mais je voudrais juste rappeler à Paul Kagame et sa clique qu'effectivement, les faits sont têtus. Les faits sont têtus parce qu'il y a un rapport, Mapping Report, qui a été fait par des experts de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui nomme qu'il y a eu des massacres au Congo, des réfugiés Hutus, et que ces massacres ont un caractère génocidaire. Cependant, ce n'est pas encore ces massacres ou bien ce drame n'a pas été présenté dans les instances qui ont le mandat ou qui ont les habiletés à trancher si c'est un génocide ou pas, mais ce mapping report existe, il est quelque part. Ensuite, il y a le documentaire Empire du silence, que j'invite les auditrices et auditeurs de cette émission de la radio ITMI d'aller chercher sur YouTube et de suivre ce documentaire parce que dans ce documentaire, on démontre comment des réfugiés Hutus et des Congolais ont été assassinés systématiquement. Le tout pour piller les ressources minières de la RDC. Il y a eu plusieurs dénonciations, des multiples dénonciations de plusieurs associations et plusieurs instances internationales qui œuvrent dans le respect des droits humains. Et donc, toutes ces instances, incluant la Commission des Nations Unies des droits de l'homme, ont dénoncé le Rwanda, le régime du Rwanda, comme étant un régime qui ne respecte point les droits de l'homme, un régime qui est pris dans de flagrants délits qui sont en lien avec de graves violations des droits de l'homme. On a aussi des membres de l'APR, de l'armée patriotique rwandaise, dirigée par Paul Kagame, qui ont dénoncé, qui ont clairement cité et qui ont donné des témoignages comme quoi le président Paul Kagame avait donné ou aurait donné le signal d'abattre l'avion qui transportait le président Habyarimana. On a Abdul Ruzibiza, par exemple. On a aussi des chercheurs rwandais. On a aussi des chercheurs internationaux comme Michael Arong et Judy Riva qui ont écrit même des livres sur la dictature du FPR. Et donc, le FPR, qui a pris le pouvoir le 4 juillet 1994, donc ça fait 30 ans qu'ils sont au pouvoir, ils se sont basés sur la terreur. Et vu que ça a duré longtemps, ils ont développé un certain orgueil et une certaine confiance en leur capacité à exercer la terreur sur quiconque sur quiconque qui ose dénoncer leur dictature ou leur bavure. Cela ne va pas continuer et au contraire, ce procès peut être une occasion d'aller exposer encore une fois les pratiques indignes, les pratiques sanguinaires du régime de Paul Kagame. C'était mon point et je vous remets le micro. Merci. Merci Achille. Anissette, je ne sais pas si tu connaissais Deo Mouchaïdi et si tu voulais rajouter quelque chose. Merci beaucoup. Il se fait effectivement que je connais personnellement Deo Mouchaïdi. C'était dans les années 95, début des années 2000. Et la question était de savoir pourquoi Deo Mouchaïdi est emprisonné. Et justement, dans le système du FPR, pour ceux qui connaissent bien le système, avoir été des leurs et avoir encore une fois été à leur côté et puis changer de bord, là, ils considèrent cela comme une trahison. Et d'ailleurs, si Deo Mouchaïdi est maintenant vivant, c'est tout simplement parce qu'il a été arrêté au Burundi par les services de sécurité de ce pays-là qui l'ont remis au Rwanda. Mais si
il avait été capturé par les services de sécurité du Rwanda eux-mêmes, il ne serait plus de ce monde. Tout simplement, c'est que c'est un pays ami étranger qu'il a arrêté. Ça aurait été mal vu qu'il soit tué. Mais dans tous les cas, ça veut dire que s'ils ont voulu le faire arrêter justement en demandant les services du Burundi, c'est qu'ils l'avaient déjà depuis longtemps dans leur viseur. Donc, s'il est emprisonné maintenant, s'il a été condamné à la peine à perpétuité, je pense, c'est que tout simplement, ils le considèrent comme un traître. Et vous savez, dans leur milieu, ça ne pardonne pas. Et d'ailleurs, vous avez vu tous les gens qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés. Des fois, ils sont graciés. Ils rentrent chez eux comme Madame Victoire Ingabire, comme beaucoup d'autres. Mais on a suivi des témoignages de Madame Ingabire elle-même qui nous a dit que Mouchaïdi a écrit plusieurs fois des courriers à la présidence en demandant justement qu'il soit lui aussi au même titre que les autres, qu'il bénéficie de cette grâce présidentielle, au moins de la réduction de peine, mais rien n'est fait. Il reste en prison justement parce qu'il est considéré comme un traître. Mais légalement parlant, il n'est coupable de rien. Mouchaïdi est parti de Belgique où il vivait, il est passé par la Tanzanie, il est allé au Burundi pour ses activités politiques. Il n'avait pas d'armée, même si des fois, lui aussi, je crois que peut-être ça peut arriver, il s'est trompé, mais il affirmait publiquement qu'il avait une armée qui était à Kinshasa. Je pense que c'est sur cela, mais le FPR a des services de renseignement, vous savez, très efficaces. Il savait bien que ce qui était dit n'était pas vrai, mais il ne pouvait pas se baser sur cela pour le condamner. Donc, tout simplement, tout le monde sait que... Si je peux t'interrompre, est-ce qu'il y a pire traître que Kagame qui a tué ou emprisonné toute personne l'ayant aidé au cours de sa carrière politique ou criminelle, disons? Y a-t-il pire traître que Kagame qui a tué? On dit qu'il a tué des combattants avec qui il a commencé la bataille, il a tué des opposants, il a tué des gens à l'étranger. Ça, c'est dans des rapports Human Rights Watch. Donc, il n'y a pas de... c'est pas des rumeurs. Donc, est-ce qu'il y a pire traître que Kagame? J'arrive vraiment pas à comprendre comment il peut avoir la peau si sensible pour emprisonner à vie une personne qui essaie d'exercer ses droits politiques et puis de dire que c'est le péché ultime et qu'il ne peut pas, ne pas lui donner la clémence, même si on sait qu'il n'existe pas de clémence au Rwanda. Aujourd'hui, Madame Ingabire, je ne pourrais pas dire qu'elle est libre. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas quitter le pays? Donc, je pense qu'il faut d'abord se demander quel genre de leader avons-nous chez nous? Parce qu'on sait que c'est un traître, on sait que c'est un meurtrier, on sait ce qu'il fait en République démocratique du Congo. On a vu des images satellites où notre armée, l'armée rwandaise ou l'armée de Kagame plutôt, traverse les frontières pour aller violer, piller et tuer. Donc, je pense que quel genre de leader avons-nous? Bon, ça dépend de quel angle d'observation tu te places. Déjà, si tu vas parler de trahison, je parle aux yeux du FPR. Je parle aux yeux du dirigeant que nous avons, comme tu dis. Mais normalement, c'est ce que je disais d'ailleurs, légalement, Deo Mouchaïdi n'est coupable de rien, il n'est pas traître, bien au contraire. Il a voulu sauver, peut-être, enfin, militer pour l'avènement d'un état de droit au Rwanda. Là, normalement, dans un pays démocratique, cela n'est pas un crime. Mais aux yeux du FPR, quand tu veux comprendre le système du FPR, il faut penser au système du mafia. Donc, ce sont des milieux mafieux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Dès que
tu leur retournes le dos, tu es un homme ou une femme mort. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. Et aussi, je crois d'ailleurs que ceux qui qualifient le FPR d'organisation criminelle ne sont pas loin de la réalité. C'est ça. Voilà, je ne sais pas si j'avais fini mon propos, mais je voulais tout simplement réagir à propos de Mouchaïdi. Vous savez que en 2002, quand il a sorti son livre qu'il a coécrit avec Charles Onana, justement, là aussi, il y a eu un procès. Je me souviens, j'étais en France et l'ambassadeur du Rwanda à Paris s'appelait Jacques Birozagala à l'époque. Et je crois que parmi les griefs que le FPR, Paul Kagame, a eu contre Jacques Birozagala, c'est que le régime a perdu le procès et cela ne l'a pas du tout plu. Parce qu'il a tenu Jacques Birozagala, qui était ambassadeur à Paris, pour responsable de cette façon, de cette humiliation d'avoir perdu le procès dans lequel justement il accusait Charles Onana de Mouchaïdi. Et là aussi, Charles de Mouchaïdi, ça peut être, encore une fois, aux yeux du FPR, un crime. L'une des raisons qui fait qu'il est croupisse en prison à perpétuité, c'est que justement, il a humilié, et Charles Onana, il a humilié devant la justice le régime du FPR parce qu'ils ont été accusés et le FPR a perdu le procès. Voilà, je ne sais pas si j'ai dit ce que vous entendiez, mais vous pouvez. Oui, s'il y a un éclaircissement. Ouais. Oui, tu as bien répondu à ma question. Et puis la dernière question sur laquelle on va clôturer, que je voulais demander, on voit le FPR aller attaquer des personnes en disant qu'il nie le génocide, qu'il pleure ses morts. Or, le FPR n'a jamais arrêté de tuer. On sait qu'aujourd'hui au Rwanda, ce n'est pas rare qu'une personne qui va au RIB, au Rwanda Investigation Bureau, qui est une espèce de, je dirais, de police, au sein de la police. Ces personnes-là disparaissent. On sait qu'il y a des safe houses où en fait, c'est des maisons où on met des gens et puis ils disparaissent. En fait, dès qu'ils y rentrent, on ne les voit plus. On sait que le FPR empoisonne des gens dans le pays et ailleurs. Pourquoi est-ce que FPR continue à pleurer les morts de 1994 alors qu'il continue sans cesse à tuer tant au Rwanda, au Burundi, en RDC et puis ici aussi où nous sommes en Amérique du Nord ou en Europe? Quelle explication pouvez-vous donner à cela, outre une volonté d'utiliser le génocide comme un outil de censure? Et puis aussi, une deuxième question qui est aussi liée à ça, où est Ibuka, l'association de la défense des rescapés du génocide de 94? Pourquoi est-ce que Ibuka n'intervient pas pour vraiment arrêter qu'on puisse faire du génocide une farce, une comédie sur la scène internationale? Je pose d'abord la question à Achille et puis les mêmes questions pour toi, Anicette. Merci. Merci, Aline. Je vais commencer par l'association Ibuka. Je pense que s'attendre à ce que cette association agisse de façon cohérente avec les motifs de sa fondation, donc les motifs qui ont conduit à sa fondation, ça serait avoir des attentes irréalistes parce que c'est une association qui œuvre encore une autre fois pour les intérêts de Paul Kagame. Est-ce qu'au Rwanda, il y aurait des associations qui peuvent œuvrer dans un sens autre que celui qui répond aux intérêts de Paul Kagame? En ce moment, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que d'autres rescapés, justement du génocide contre les Tutsis, ont fondé l'association Igichumbi, qui, elle aussi, milite pour les intérêts, les droits des rescapés du génocide contre les Tutsis, mais sans être
instrumentalisés par le pouvoir de Paul Kagame. Mais toutefois, Paul Kagame est un opportuniste. C'est un opportuniste et par ce qualificatif, je n'ai pas l'intention de dire que les opportunistes sont des mauvaises personnes ou des personnes dangereuses. Il y a un caractère qui est assez extraordinaire chez Paul Kagame, c'est que c'est un opportuniste maléfique. Il n'a aucune peur d'utiliser le mal pour répondre à ses propres intérêts. Paul Kagame, il y a eu plusieurs témoignages de ses proches, il y a eu plusieurs témoignages des gens qui ont travaillé dans ce système, il y a eu plusieurs témoignages des personnes qui ont été victimes de ce système qui dénoncent effectivement ce caractère maléfique. Un caractère qui est connu aussi qui est connu chez nos voisins. On se souvient très bien du président Évariste Ndayishimiye qui a dit que reprendre des relations saines diplomatiques avec le Rwanda, donc entre le Burundi et le Rwanda, cela nécessiterait que la gouvernance ou la présidence du Rwanda arrête d'être hypocrite. Donc, il a clairement qualifié le président Kagame comme étant un hypocrite. Effectivement, le président Paul Kagame ne revient jamais sur les personnes qu'il a financées pour perpétrer le coup d'État en 2015 contre l'ancien président qui est décédé, Pierre Nkurunziza. Ces personnes ont fui, ont eu refuge au Rwanda et ils n'ont pas été traduits en justice au Burundi parce que le Rwanda refuse de les transférer au Burundi. Et donc, ça, c'est un président qui n'est pas rwandais, qui dénonce le caractère indigne de Paul Kagame. On va se souvenir aussi des propos du président Félix Tshisekedi, qui a clairement dit que Kagame est habité par un esprit diabolique, un esprit hégémonique, et que partout où il passe, il sème la mort et la désolation. Et donc, pour répondre à ta question vraiment en profondeur, sans aller dans les détails, vous savez que les institutions sont animées par les individus, par des humains. Et donc, au Rwanda, les institutions sont animées par Paul Kagame. Paul Kagame avec ce caractère-là, un caractère qui est dénoncé par plusieurs personnes. Michaela Rong, je pense que dans un de ses commentaires, elle disait que c'était un monsieur qui a possiblement un complexe d'infériorité peut-être et qui a un grand besoin d'être respecté. Et donc, en ce sens, on peut se poser la question, pourquoi à la présidence du Rwanda, c'est Paul Kagame qui est assis là-bas? Pourquoi c'est lui qui a le pouvoir au Rwanda? Et c'est ça le problème, en fait. C'est que son caractère, son profil cognitif prime et a pris le dessus sur la loi, sur la Constitution et même sur les fondements de son propre parti, un parti qui prône l'unité nationale, un parti qui prône l'égalité des chances, un parti qui prône plusieurs fondamentaux qui sont en lien avec le respect de la dignité humaine et le bien-être de la population. Et donc, le problème, c'est vraiment le caractère de ce monsieur qui est au pouvoir au Rwanda depuis 30 ans. Et tout ce qu'on est en train de dire en ce moment, tout ce qu'on vit en ce moment, le fait qu'il y a plus de réfugiés rwandais, alors que lui-même était réfugié, tout ce qu'on dit est vraiment lié à son propre caractère à lui et au fait qu'il n'y a visiblement personne au Rwanda qui est capable de l'arrêter ou de le mettre hors d'état de nuire. Et pour cela, pour qu'on comprenne très bien mes propos, c'est que partout, même dans les pays développés ou dans tout pays, je pense que pour occuper ce genre de fonction, on doit aussi considérer le profil cognitif des gens, on doit aller analyser leur passé, est-ce que ça a été des criminels ou pas, parce que ces gens, quand ils sont au pouvoir, ben, c'est des ravages, et puis les ravages que la population rwandaise subit depuis 30 ans, ou même avant 30 ans, parce que la guerre a commencé en 1990, et la population congolaise, les Burundais périssent aussi à cause de cet individu. Des Ougandais ont été tués à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, des Tanzaniens ont été tués, et jusqu'à présent, une guerre sévit à l'est de la République démocratique du Congo à cause de cet esprit hégémonique qui est teinté de cet esprit aussi diabolique ou maléfique. Et donc,
tout le problème se situe là. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas adressé ce problème en profondeur, nous risquons de vivre encore beaucoup de moments difficiles pour longtemps. Merci. Anicette, je te pose la même question. Merci. C'est la question concernant Ivoca, c'est ça? Oui, donc je voulais savoir pourquoi est-ce que le FPR passe son temps à aller partout au monde chercher des personnes qu'il désigne comme négationnistes en pleurant les morts de 1994, alors que ce régime n'a jamais arrêté de tuer dans le pays, chez les voisins, et puis à l'étranger comme en Amérique du Nord ou même en Europe. Et puis deuxième question, où se trouve Ibuka lorsqu'il voit des rescapés du génocide comme Deo et d'autres Ida Mangue à Karasira en train de pourrir en prison pour avoir simplement dit que les leurs ont été tués. Merci. Bon, pour le premier aspect de la question, je crois qu'Achille y a largement répondu. J'en parlais peut-être, mais très brièvement. Pour la question d'Ivoca, alors, je crois profondément que les gens qui sont à la base de la naissance de cette organisation-là, Ivoca, avaient des raisons bien compréhensibles, bien louables. Donc, il venait d'y avoir quand même au Rwanda des événements tragiques. Il y avait des gens qui étaient morts. Il y avait aussi des rescapés qui avaient des conditions de vie très misérables. Et il voulait tout simplement que, d'abord, il y a un aspect mémoriel, ça c'est normal, mais il y avait aussi un aspect social pour que les gens qui avaient perdu les leurs, qui avaient perdu leurs biens, puissent être soutenus et vivre dans des conditions dignes. Et d'ailleurs, Ivoca est né à l'étranger, c'était en Belgique, je crois. Mais ce que je veux dire, pour répondre à ta question, Aline, c'est que lorsque Ivoca est arrivé au Rwanda, on a voulu demander, comme ça se devait, la personnalité juridique. À l'époque, c'était au ministère de la Justice. Ils ont eu du mal à obtenir la personnalité juridique. Je le sais parce que je l'ai suivi, j'étais à l'époque au Rwanda. Le pouvoir du FPR a refusé carrément la personnalité juridique à Ivoca jusqu'à ce qu'il soit sûr que cette organisation était domestiquée. Parce qu'au départ, l'organisation voulait militer pour les intérêts des rescapés du génocide sans se soucier des problèmes politiques. Et d'ailleurs, le premier secrétaire exécutif d'Ivoca, qui vit d'ailleurs avec vous au Canada, a été obligé de s'exiler, de fuir le pays, parce que pour lui, la logique qui avait été à la base de la création d'Ivoca n'était plus la logique que voulait le FPR. Et donc, ils ont eu la personnalité juridique lorsqu'ils ont pu s'approprier l'organisation. Donc, pour répondre à ta question, tout simplement, depuis que l'association a été domestiquée, c'est devenu non plus une société, une organisation de la société civile, mais plutôt une organisation politique à la solde du pouvoir du FPR. Parler d'Ivoca maintenant, c'est parler d'une branche du parti au pouvoir, tout simplement. Parce que vous savez, vous avez vu, ils sont très actifs dans des campagnes électorales en faveur de Paul Kagame. Ils sont très actifs quand ils dénigrent les gens qui ont un point de vue très contraire à la doxa officielle. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'ils ne défendent pas les rescapés du génocide comme les frères et sœurs que tu as cités, comme Ida Mangue, comme Karasira, comme je ne sais plus, parce que tout simplement, ce sont des gens qui sont en disgrâce avec le parti au pouvoir et que tout simplement,
l'organisation, elle, est côte à côte avec le parti au pouvoir et le président Paul Kagame. Voilà. Et donc, le reste, le premier aspect de la question, je crois que, comme je disais, Achille y a largement répondu. D'abord, il y a, comme beaucoup le disent, le comportement belliqueux des gens qui sont au pouvoir. Il faut voir d'ailleurs leur historique, comment ils sont arrivés. Ce sont des gens qui pensent que tout se résout par le sang, par le crime. Ils ont eu la chance de prendre le pouvoir par les armes. Et maintenant, tout ce qui se passe, il n'y a pas de dialogue FPR, il n'y en a pas, il n'y a pas de débat. Justement, c'est pour cela que vous voyez même quand on arrive dans les campagnes électorales, le Rwanda est peut-être l'un des... Le Rwanda fait partie du groupe très minuscule des pays qui ne peut pas organiser un débat politique à la télévision nationale entre les candidats à la présidence de la République. Vous avez vu? Même les gens qui choisissent eux-mêmes comme étant des candidats libres ou des partis d'opposition. Mais cela, que ce soit les deux là, que ce soit le candidat indépendant, que ce soit le candidat de Green Party, ils ne peuvent même pas faire un simulacre de débat à la télévision nationale entre les deux là et Paul Kagame. C'est impossible. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dialogue. Pour eux, tout se résout par la force. Et c'est ça le problème. Et la force, c'est justement, c'est les massacres, c'est les emprisonnements, et c'est poursuivre les gens, même là où ils vivent, quand ils ont fui le pouvoir. Et les moyens ne leur manquent pas. Donc, vous avez vu, il y a des gens qui meurent étouffés. Il y en a qui meurent par balle. Il y en a qui sont empoisonnés. Tous les moyens sont bons. Mais tout simplement, la logique, pour eux, la logique, la base, c'est qu'ils ne peuvent pas discuter. Ce n'est pas dans leur ADN. La discussion, le débat, le dialogue, tout se résout par la force. Et comme disait Achille, peut-être tout dépend du chef. Du chef, si c'est le chef, il veut toujours engager un bras de fer, même avec les puissances, les grandes puissances qui sont très supérieures à lui. Mais l'incompréhensible maintenant, c'est que jusqu'à présent, tout lui réussit. Peut-être que ça ne sera pas toujours le cas. Il a engagé un bras de fer avec la France dans le passé. Et puis, la France est allée se courber devant lui. Il y en a d'autres pays qui font de même. On verra comment ça va se terminer, mais pour répondre à tes questions, Aline, tout simplement, c'est que le FPR, dans son ADN, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Tout se résout par la force. Et il pense qu'il est supérieur à tous ses antagonistes. Voilà. On se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Nana. J'espère qu'il ne l'aura pas.